moi je vois chez pas mal de nos clients, la page d'accueil, c'est 5 à 10% des visites en termes de porte d'entrée. Alors tout à fait. Par contre, la page d'accueil en général, c'est celle qui concentre le plus de popularité sur un site e-commerce. Donc c'est vraiment un point d'entrée très très stratégique pour Google. Et en général sur la page d'accueil, tu vas avoir ton menu, tu vas avoir ton footer, et dans le corpus, c'est-à-dire dans la page, c'est là qu'il faut mettre vraiment les meilleurs liens possibles pour aussi bien pour l'activité de l'e-commerçant. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial du Panier puisqu'on va parler SEO et e-commerce. Et pour cela, je reçois Benoît Perrotin, qui est directeur SEO chez Eskimos, qui est une excellente agence SEO. Et Benoît est en charge de la BU e-commerce. L'idée aujourd'hui, c'est de lister un ensemble de conseils, 10 qu'on a listés, mais je pense qu'il y en aura au final beaucoup plus, qui sont des conseils très concrets et actionnables pour pouvoir appréhender le sujet du SEO en e-commerce, le maîtriser, éventuellement approfondir. Salut Benoît. Bonjour Laurent. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très très bien. Je regardais ton profil LinkedIn avant de commencer. Je vois que tu es passé par Epitech. Tu es de formation, donc tu es un dev. Tout à fait. J'ai commencé à coder quand j'avais 18 ans, au lycée précisément. Donc j'ai entrepris une formation informatique. Donc j'ai d'abord fait un BTS et puis après je me suis rendu compte que le niveau, le meilleur niveau passé par une école d'informatique que j'avais découvert à l'époque, qui s'appelait l'Epitech. Donc je suis monté là-bas, j'ai fait la fameuse piscine. Où concrètement on faisait du code jusqu'à 2h du matin, et ceci pendant environ 30 jours. Ok. Donc j'ai fait ça, j'ai fait 4 ans à l'Epitech. Ouais. 4 ans de code, 4 ans d'admin système, entre autres. Et c'est là que j'ai découvert notamment tout ce qui était C, tout ce qui était PHP, etc. Donc ça m'a beaucoup donné goût au langage du web. Et j'ai continué dans cette voie-là jusqu'à développer un jour avec un associé un site de paris sportifs sur internet. Donc j'ai tout développé, enfin j'en ai développé une très très grande partie, donc mise en place des flux, les types de pages, les flux sportifs, etc. Et le jour où le site a été fini, je me suis rendu compte que les gens ils venaient pas comme ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert le référencement naturel, le SEO. Donc à l'époque, on était en 2009, fin 2009, et c'est comme ça que j'ai pu acquérir les premières Donc bases. dans une boîte que tu avais fondée à l'époque, c'est ça ? Tout à fait. De paris sportifs. Ok. Et du coup, j'ai commencé à traîner dans des forums sur internet, dont un qui s'appelait SEO Sphere. Et j'ai commencé à faire aussi des concours de référencement. Donc ça consistait à se positionner sur un mot-clé précis, donc sur une certaine période donnée. Sur le premier, je me suis placé parmi les finalistes. Et à l'époque, j'ai envoyé 2-3 CV à des agences SEO, et c'est comme ça que l'une d'elles, Performix, m'a recruté. Performix, okay. qui est la filiale à la à la web performance, enfin à la performance digitale plutôt, du groupe Publicis. Okay. Et j'ai pu faire mes toutes premières armes là-bas en tant qu'expert technique SEO.
C'est Expert là. technique SEO, donc on est quoi en 2010, t'es sorti d'école en 2007, Là, on est donc là, on est en 2000, début 2011, puisque ok. parce que j'ai eu une petite période de battement de 2 ans environ où j'étais un petit peu sorti du cadre technique pour être consultant technico-fonctionnel sur SAP. Bon, là, j'en parle pas trop parce que c'est une expérience en fait qui ne m'a pas trop plu à l'époque et quand je suis revenu en fait dans le développement et dans le SEO en fait, enfin tu vois j'y suis encore donc c'est quelque chose qui me passionne énormément et pour rien au monde en fait je reviendrai sur un autre métier quoi. C'est vraiment un métier qui me passionne. Enfin c'est plus qu'un métier, c'est une passion quoi. Ok. Et ça fait donc 15 ans que tu as cette passion. Enfin, 10 ans, ouais, c'est ça, Ouais, presque 15. maintenant, plus de 10 ans maintenant Ok. que je baigne dans le milieu. Et tu penses qu'il faut être il faut être un dev pour être pour être bon en SEO? Non, pas nécessairement. Je pense que des SEO, il y en a plusieurs types. On va avoir par exemple un chef de projet SEO qui va être plutôt polyvalent. Et après, on va avoir un petit peu. On dit souvent qu'il y a trois leviers du SEO. Il y a l'aspect technique, il y a l'aspect du contenu et l'aspect notoriété slash netlinking. Et donc concrètement, on peut retrouver des très très bons SEO qui maîtrisent par exemple juste la technique, juste le contenu, ou alors juste l'aspect notoriété quoi. Ok. Et du coup, ça fait longtemps que tu baignes dans le e-commerce? Enfin, le SEO e-commerce? Le e-commerce, c'est depuis 2012 précisément quand j'avais été débauché à l'époque de Performix pour rejoindre feu entre guillemets Pixmania. Donc à l'époque, quand j'ai rejoint le site, c'était presque, je crois que c'était 900 millions d'euros à l'époque, donc c'était assez gros. Et c'est là que j'ai C'est vrai que découvert. c'était énorme, un Pixmania. Ouais, enfin, franchement, c'était énorme. C'était beaucoup de profils, enfin parmi les meilleurs profils digitaux, enfin du marché e-commerce français. Enfin, j'ai dit feu Pixmania puisque maintenant, enfin, je pense que les auditeurs ont connu un petit peu l'histoire puisque ça a été une très très lente descente en termes de chiffre d'affaires et donc en termes de compétences. Néanmoins, quand je regarde tous mes collègues, désormais ils sont tous à des postes clés dans les plus gros e-commerçants français par exemple quoi. Ok. Ouais, c'était une superbe école. J'en connais aussi pour ma part pas mal. D'ailleurs, un de mes amis d'enfance, Michael Stenzel, D'accord. qui a fait ses armes aussi, ses dents et ses griffes d'ailleurs chez Pix avant de partir. Il y a presque une mafia Pix d'ailleurs, comme il y a une PayPal. Ouais, moi c'est une très très grande famille et ça m'est arrivé par exemple au gré de mes précédentes expériences en entreprise d'en recroiser plusieurs à chaque fois dans les boîtes où j'étais parce que enfin on était jusqu'à 1500 je crois au total donc potentiellement c'est 1500 personnes qui sont chez les e-commerçants aujourd'hui quoi, e-commerçants ou autres sites internet quoi. Cool. Et donc tu continues ton parcours. Je vois que tu passes chez Nature et Découverte entre autres. Alors entre temps, donc alors je reviens, j'ai fait quand même 2 ans et demi chez Pixmania, Ouais. super expérience. Donc là, je suis vraiment allé dans le détail au niveau technique, au niveau e-commerce. J'avais une très très bonne équipe aussi. On a fait beaucoup de choses. C'est là que j'ai vraiment tâté de la technique sur des e-commerçants, enfin sur un e-commerçant à forte volumétrie. Et donc effectivement, au bout de 2 ans et demi, je me dis bah tiens, j'ai fait 2 ans et demi de pure player, je vais aller tâter un brick and click. Donc je suis parti dans le groupe Vivarte précisément. D'abord recruté en tant que responsable SEO, et après j'ai eu la chance suite à une évolution d'un collègue au niveau du groupe de récupérer la partie payante. Et donc c'est comme ça que je suis passé responsable acquisition trafic pour la halle, Liberté. hein. Ah, Pour pour la la halle. la halle en l'occurrence quoi. D'accord. Donc Alors j'ai feu la halle, non pas encore, mais non la pas halle qui va pas encore. très bien en ce moment. Hein. Pas encore, ouais, effectivement, c'est un peu triste de voir ça de loin avec l'actualité du Covid. Évidemment. Euh, Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai pu acquérir aussi bien chez Pixmania que chez la Halle, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris notamment la valeur des budgets d'acquisition,
comment bien mesurer le ROI, et surtout être le plus efficient possible. Pour un euro investi, combien ça va me rapporter en chiffre d'affaires, quoi. Ok. Donc plutôt que d'avoir tu vois, par exemple des budgets display, et puis par exemple investir sur du paid media, et ne pas savoir mon investissement, quoi. Donc pour ma part, j'étais vraiment drivé en permanence à la performance, quoi. Et j'imagine, c'est une époque aussi de mémoire où on réalise l'importance de, disons, la corrélation entre le SI et le SEO, l'investissement média, l'achat média et les placements, l'optimisation de tes pages, non? Tout à fait. En fait, enfin, ce que je faisais du coup, c'était que j'optimisais énormément mes landing pages en SEO pour essayer d'avoir les meilleurs quality scores possibles sur la partie SEA, quoi. Les deux se nourrissaient vraiment Okay. vraiment énormément, quoi. Ok. Et suite à ça, donc je continue sur mon expérience. Suite à ça, j'ai rejoint Nature et Découverte. Là, on était en janvier 2016, et j'ai fait 2 ans et demi là-bas, et donc c'était un rôle beaucoup plus transverse dans l'entreprise. Il y avait l'équipe digitale qui commençait à se monter, et c'est là où je partais quasiment d'une feuille blanche sur tous les leviers de trafic. Donc j'ai pu tout mettre en œuvre. Et concrètement, j'avais des objectifs annuels, et je les ai toujours respectés, avec des coûts d'acquisition qui étaient tout le temps, de plus en plus au fil des ans maîtrisés. Donc encore une fois, tu vois, cette notion que j'avais eue du 1 euro investi, combien ça m'a rapporté chez Pixmania, et notamment chez Lal, ça m'a suivi, mais partout, quoi. Toujours dans une optique d'avoir du trafic qualifié au meilleur coût. Ok. Voilà à peu près pour et après, au bout de 2 ans et demi, je suis en train de me dire, finalement, ça fait 4 entreprises à peu près. Et puis après, je me disais, tiens, je vais évoluer un petit peu. Et je suis parti responsable e-commerce pour le 5e opérateur mobile en France, qui s'appelle Euro Information Télécom. C'est une boîte qui est rattachée au groupe CMCIC, et c'était tout ce qui était énergie mobile, Cdiscount mobile, CIC mobile, Mutual mobile, voilà, exactement, toute cette myriade de petits sites. Et là, du coup, j'étais sur les aspects acquisition de trafic, expérience utilisateur, 5e. web, ah oui, 5e, pardon. web analytics, Free, ouais, tout à okay. fait, tout à fait. Et du coup, ça m'a permis d'avoir vraiment une vision, mais vraiment 360 concrètement d'une direction e-commerce, et de pouvoir m'adresser aussi facilement à des responsables SEO, que des responsables SIA, que des responsables acquisition, que des comités de direction, etc., quoi. Ok, c'est marrant parce que tu rentres par le SEO. Alors pardon, chers auditeurs, on va rapidement rentrer dans les conseils, hein, et les bonnes pratiques et les recettes de Benoît. Mais tu rentres dans le SEO, tu prends de la hauteur en rajoutant le SIA, l'achat média, le e-commerce, ça va de plus en plus loin jusqu'à l'acquisition. Et là, tu redescends donc chez Eskimos sur le SEO uniquement, c'est ça ? Ouais, complètement, parce que tout en parallèle de ces activités en entreprise, j'ai conservé, je faisais du freelance SEO, et finalement c'est le freelance, c'est l'activité SEO en fait qui m'a concrètement, je suis revenu aux premiers amours de l'agence, et quand Andrea Bensaïd d'Eskimos m'a proposé de le rejoindre, du coup je l'ai rejoint, quoi. Ok, compris. Eh ben merci pour ce petit tour, ce petit tour d'horizon. Avant de rentrer dans les conseils, les techniques que tu vas nous donner, est-ce qu'il y a des principes à comprendre ? Typiquement, moi, ce que je dis toujours chez Causa Vostra, on fait aussi des missions SEO. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'il faut se mettre à la place de Google. Et Google, qu'est-ce qu'ils font, pardon, c'est qu'ils se mettent à la place de, je dis Google, mais les autres aussi, c'est de l'utilisateur final. Ce que veut l'utilisateur final, c'est une réponse à sa question. Est-ce qu'il y a des principes comme ça qu'il faut avoir en tête ?
Ouais, bah concrètement, c'est ce que tu évoques, c'est qu'il faut se mettre à la place de d'un humain, c'est-à-dire concrètement écrire pour les robots, faire un site pour les robots, etc. Ça fonctionnait bien, peut-être encore jusqu'en 2011, 2012, etc. Avant qu'il ne commence à y avoir les premiers filtres et les premières pénalités de Google. Faut aussi être curieux. Pour moi, un bon SEO, c'est quelqu'un qui va être curieux de nature, qui va aller regarder ce que fait la concurrence aussi, pour aller prendre le meilleur parfois, essayer de faire un mix et essayer de le recommander ensuite au client, quoi. Et c'est quelqu'un qui va savoir se remettre en question en permanence, parce que en fait le milieu du SEO évolue mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a très fréquemment des mises à jour. Enfin, Google au début c'était juste une page de résultats, et puis après ils se sont étendus avec Google Maps, Google Flights, il y a du Google Images, etc. Donc ça implique vraiment d'être vraiment ouvert sur plusieurs périmètres de ce que fait Google. Donc pour moi c'est toutes ces qualités en fait qui font que justement quand tu disais qu'est-ce qui fait un SEO, Donc c'est empathique pour se mettre à la place de l'utilisateur, curieux et toujours se remettre en question. Ouais, toujours. Ok. Puis se tenir au goût du... Et surtout tenir un jour, parce que ça change très régulièrement. ouais, et surtout avoir une veille, une veille sur le sujet. On a la chance que dans le SEO, la communauté partage énormément. On peut le voir là récemment avec les derniers webinaires qui peuvent être gratuits, où on va avoir des experts français SEO sur plusieurs sujets qui vont pas hésiter à donner leurs meilleurs tips en fait, quoi. Ok, super. On attaque ? On attaque. Donc on a préparé cet entretien avec Benoît. Il a listé une dizaine de techniques, comme je vous le disais en introduction. Je pense qu'on y arrivera à beaucoup plus que 10, mais je te laisse attaquer. D'accord. Alors on a souvent des e-commerçants qui viennent nous voir et qui nous disent concrètement on veut faire un site, comment on s'y prend. Bon, déjà ça c'est une question ultra vaste puisque ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre un petit peu de son activité, ça va dépendre de sa profondeur de catalogue aussi. Typiquement quelqu'un qui veut lancer un gros site et qui a déjà 10 000 produits, ça va pas être la même chose qu'un site, qu'un client qui va partir sur du monoproduit. Donc, mais par contre, on commence à voir enfin un profil type un petit peu des e-commerçants en général. Ça va plutôt être un e-commerçant qui va être sur une profondeur maximum de 3 à 4 clics. Donc quand je dis 3 à 4 clics, concrètement, c'est 3-4 niveaux. C'est pour arriver à la fiche produit depuis la page d'accueil, c'est l'internaute qui va mettre maximum 3 voire 4 clics pour y arriver. Pour arriver jusqu'au produit sans parler de déclinaison et en partant de la page d'accueil. Exactement. D'accord. Mais gros max, puisque finalement si l'internaute met 3 à 4 clics, Google va mettre exactement la même chose. En termes d'accès, ce qui veut dire que si l'internaute met 6 ou 7 clics pour arriver à l'information désirée, concrètement Google il va se perdre mais complètement sur le site, et il y a de fortes chances que le dernier le dernier niveau de votre site, donc en l'occurrence les fiches produits, ne soit pas indexées par la suite. Et bah pour les e-commerçants, s'indexer sur les fiches produits, c'est quand même assez essentiel, quoi. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est intéressant parce que c'est exactement ce que tu dis, Google attribue ça coûte à Google d'aller indexer un site. Ça coûte en temps de serveur, en temps de, voilà. Et du coup, mine de rien, s'il a besoin de faire 7 clics, d'une part, ça veut dire que pour l'utilisateur, c'est rébarbatif, mais l'effort que va mettre Google pour indexer et arriver à un tel degré de profondeur est fort aussi. Tout à fait. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand on bâtit comme ça une architecture un petit peu SEO pour un site e-commerce, il faut aussi la réfléchir avec les équipes UX, donc dans l'entreprise, parce que et les équipes merchandising, puisque c'est elles qui vont aller figer entre guillemets
les univers, les catégories de niveau 1, catégories de niveau 2, etc. quoi. Donc c'est vraiment une réflexion à avoir en amont pour éviter qu'à l'avenir il y ait des redirections, des décatégorisations pour refaire des autres catégories dans d'autres univers notamment. Donc bien penser ses parcours utilisateurs pour que le produit, là où on souhaite que l'utilisateur arrive en partant de la page d'accueil, le parcours soit le plus court possible. Maintenant, la page d'accueil, elle disparaît. Ce que je veux dire, pardon, c'est que dans moi je vois chez pas mal de nos clients, la page d'accueil, c'est 5 à 10% des visites en termes de porte d'entrée. Alors tout à fait. Par contre, la page d'accueil, en général, c'est celle qui concentre le plus de popularité sur un site e-commerce. Donc c'est vraiment un point d'entrée très très stratégique pour Google. Et en général sur la page d'accueil, tu vas avoir ton menu, tu vas avoir ton footer, et dans le corpus, c'est-à-dire dans la page, c'est là qu'il faut mettre vraiment les meilleurs liens possibles pour aussi bien pour l'activité pour l'activité de l'e-commerçant. Ce que je veux dire par là, par exemple, c'est que si vous avez, si l'e-commerçant a par exemple des pages ultra stratégiques, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que par exemple que sur des catégories à forte marge, concrètement, c'est ici en fait qu'il faut l'émailler, puisque Google en fait va aller reconnaître justement que ces pages sont linkées depuis la page d'accueil, et donc a priori que ces pages en fait sont ultra importantes à aller indexer. Et pareil pour les meilleures ventes de produits. Donc c'est ici aussi qu'il faut l'émailler. On voit très souvent des e-commerçants qui viennent nous voir et sur la page d'accueil ils vont mettre par exemple un encart sur le nouveau produit qui viennent de sortir. Ouais, mais concrètement l'e-commerçant il peut avoir des produits beaucoup plus stratégiques, et c'est cela qu'il faut absolument pousser sur la page d'accueil, quoi. Alors stratégique, ce sera fonction de vos objectifs en tant que e-commerçant, mais ça peut être le produit vache à lait qu'on pense plus à mettre en avant, mais qui rapporte pourtant 80% du CA. Concrètement, c'est ça, puisque si on laisse accessible à Google sur le dernier niveau, concrètement ce produit va recevoir très très peu de jus SEO. Donc quand je dis du jus, c'est de la popularité, alors qu'il faudrait lui en donner vraiment le maximum. Donc bien sûr il y a d'autres techniques sur lesquelles je vais revenir derrière, pour donner du jus justement à ces pages produits là, quoi. Ok. Donc ton premier tip, c'est bien penser les parcours utilisateurs pour limiter au maximum le nombre de clics pour arriver à un produit qui est l'objectif de cette visite, et ne pas sous-estimer l'importance de la page d'accueil en y mettant les produits, les liens, pas uniquement vers les nouveautés, mais vers les produits qui comptent vraiment dans vos objectifs. Ouais, ça effectivement c'est à partir du premier niveau, enfin le premier niveau que je considère comme la page d'accueil. Voilà pour moi concrètement les premiers tips. Quand je disais aussi qu'il fallait inclure justement les équipes UX et les équipes du merchandising, c'est que parfois ces équipes-là, elles vont pas avoir forcément les bons mots-clés. Elles vont venir par exemple avec des mots-clés produits qui leur parlent, mais pas forcément avec les mots-clés en fait qui sont les plus tapés, qui sont les plus requêtés en SEO. Donc ça implique d'avoir un dialogue avec ces équipes-là pour leur dire concrètement sur le site, le nom de cette catégorie ce sera ça. Par contre toi ton nom de produit ce sera ça. Ce sera potentiellement un nom différent, quoi. Alors nom et description, les deux, j'imagine. Ouais, tout à fait. Moi, je me rappelle par exemple quand j'étais chez Nature et Découverte, on initiait par exemple tous les 6 mois une réunion justement avec les équipes UX et les équipes du merchandising, justement pour définir en fonction des produits qui rentraient, pour aller identifier justement des nouvelles catégories et donc des nouveaux wordings de catégories de produits qui allaient nourrir ensuite l'arborescence du site.
Et parfois en fait, ce que je me rendais compte, c'est que les noms de produits, c'était par exemple, bon là j'ai cité un exemple, mais par exemple c'était pendentif de grossesse, quoi. Ça, c'était le nom donné par le merch, c'est ça? Ouais, c'était le nom qui était donné par les équipes du merch. Ok. Bah, Merchandising, pardon. concrètement, tu avais un meilleur terme qui était bola de grossesse. Et le jour où on a sorti le rayon, enfin la catégorie bola de grossesse, concrètement, Je suis désolé, j'ai pas compris. c'est le nom bola de grossesse. Ah, bola de grossesse, ouais, ok. Donc le jour où on a sorti cette catégorie, bah concrètement sous 2 mois, je crois on était numéro 2 ou numéro 3, quoi. Et c'est une catégorie qui était ensuite dans le top 10 des catégories les plus visitées sur Nature Découverte, quoi. Ok, compris. Donc tout ça pour dire qu'il faut consciemment dialoguer avec les équipes du merch, parce que en général c'est des personnes qui vont avoir vraiment beaucoup d'idées et qui peuvent être source de propositions, quoi. Noté. Donc ça c'était sur la page d'accueil. Ensuite maintenant j'ai abordé le niveau d'en dessous qui sont ce qu'on appelle chez nous les pages de liste. Alors les pages de liste, par exemple, ça va être, je sais pas, ça peut être TV, TV LED, ça peut être des hamacs, ça peut être des carnets. Enfin, tu vois un petit peu la typologie. Finalement, c'est un produit. Et ce sont des pages de liste d'un produit. D'un type de produit. C'est un type de produit, ouais, tout à fait. Mm. Les problématiques communes justement sur ces pages en e-commerce, ça va être de gérer la profondeur des catalogues. Des fois, par exemple, on a des e-commerçants qui vont avoir sur une page de liste 1000 produits et qui vont afficher 20 produits par page. Donc mécaniquement, si tu fais le calcul, ça te fait 50 pages. Là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant pour que Google puisse aller visiter toutes les pages produits, Google a mis en place il y a quelques années une balise qui s'appelle, une recommandation qui s'appelle les balises Prevnext. Je sais pas, qui indique justement à Google quelle est la page précédente, quelle est la page suivante. Typiquement par défaut sur les sites e-commerce, pour les paginations, on va avoir tout en bas des listes, des indicateurs du type page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, etc. Par contre, si on a 50 pages, bah concrètement, d'abord Google il va aller à la 5e page, après il va voir 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Donc pour aller à la 50e page, Google il va mettre un temps fou pour aller justement sur ces dernières pages et donc aller indexer les fiches produits qui sont sur ces dernières pages. Donc là il y a des techniques qui demandent un tout petit peu de dev. C'est par exemple si on a 50 pages de pagination, c'est de faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Et avec cette technique, ça permet Et de multiplier le nombre de produits sur les pages aussi 10, 20, 30, c'est ça? Ouais, c'est aussi une possibilité. Et justement, avec cette technique de 10, 20, 30, 40, etc., ça va permettre à Googlebot, donc le robot d'exploration de Google, de se déplacer beaucoup plus facilement dans la pagination et d'aller indexer plus rapidement les fiches produits ensuite. Ok, compris. Ça, c'est le premier point. Donc il y a un travail quand même de réflexion aussi sur trouver l'emplacement du curseur sur le nombre de catégories qu'on va voir, le nombre de produits par page. Et ok, je comprends. Ouais, tout à fait. Il y a un site qui fait ça très très bien. C'est le site de Se Loger. Qui eux, si on prend par exemple appartement Paris plus un arrondissement, en général on va avoir 700, 800, 900 biens, et eux ils affichent peut-être entre 10 et 15 biens à chaque fois,
Et quand on va tout en bas, on peut voir effectivement 1, 2, 3, 4, 5, puis après 10, 20, 30, 40, 50, etc. quoi. Ça, pour moi, c'est la meilleure pratique pour les pages de liste notamment, quoi. Ok, compris. Le deuxième point que je veux évoquer, c'est sur les pages de liste, ça va être notamment toute la gestion des filtres, ce qu'on appelle plus communément chez nous les facettes. Et ça, en SEO, ça peut parfois conduire à de nombreuses combinaisons. Par exemple, je vais reprendre l'exemple, par exemple sur un gros site retail, on va prendre l'exemple des télés. Par exemple, les télés en filtre, on va potentiellement avoir le prix, on va avoir la dimension de la télé, on va avoir la marque, on va avoir qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la qualité de l'image aussi. Donc là, par exemple, si pour chaque filtre, on a un bout d'URL qui vient se coller spécifiquement dans la barre d'URL, si par exemple on a 4 types de filtres différents, après c'est une factorielle, ce qui veut dire qu'on aura potentiellement 24 combinaisons d'URL possibles. Pour arriver à une variation spécifique de ce produit, de ce flux, c'est ça? Exactement, tout à fait. Donc si on laisse tout couvert pour Google, en gros Google en fait peut aller se perdre mais complètement dans ces URL en fait qui cumulent plusieurs types de facettes. Ok. Et ça c'est un problème connu et récurrent qu'on voit en permanence sur les sites e-commerçants. Et ce qu'on fait en priorité, c'est qu'on va aller identifier des pistes justement pour réduire un petit peu cet effet négatif auprès de nos clients. Donc concrètement, on va aller leur dire sur ces facettes qui ne sont pas intéressantes. Par exemple, si je suis sur un site de mode, par exemple, les facettes intéressantes, ça va être les facettes de taille qui rapportent du trafic plutôt qualifié, plutôt de longue traîne. Par contre, toutes les requêtes qui associent du tissu ou alors des couleurs, tout ça, c'est des facettes qui ne sont pas du tout intéressantes pour le et ne méritent pas leur propre URL. Et en tout cas, qui ne méritent pas à être indexés. Ouais. Donc en gros, ce qu'on va dire, ce qu'on va recommander aux clients, c'est de trouver un système qui permette à Google d'aller indexer les facettes qui sont intéressantes, donc ici en couleur les facettes de taille. Par contre, les facettes qui ne sont pas utiles, tout cela en fait, on va essayer de lui bloquer l'accès pour que Google n'aille pas perdre son temps justement sur ce type de page. Là, c'est un peu technique, on est d'accord. C'est quelque chose que tu dois faire soit avec une plateforme e-commerce qui te permet éventuellement ce niveau de détail et de granularité de configuration, ou dans une très très grosse partie des cas, ça va être là tu vas faire un cahier des charges pour un développeur. Ouais. Ok. Et là, ça en général, quand tu arrives à mettre ça en place, en général, tu vois un coup de boost justement soudain sur les performances derrière des pages catégories, enfin des pages de liste, puisque justement Google va moins perdre son temps à aller visiter des pages parasites et aller plus de temps. Il va passer plus de temps sur les pages stratégiques pour le SEO. Ok. Et du coup, on arrive ensuite, une fois qu'on est sur ces pages de liste. Ah non, il y a un sujet aussi, moi, qui me... Ouais, j'en ai encore quelques-uns aussi, ouais. Bah vas-y. Moi, c'est l'infinite scroll. Ouais, l'infinite scroll, c'est un très très bon sujet. L'infinite scroll, là en fait, en plus ça ne touche pas que le e-commerce. Non, ouais, exactement. Je vais reprendre l'exemple d'une page de liste avec 1000 produits. Si tu mets un infinite scroll, enfin si tu charges par exemple juste 20 produits, du coup Google il va juste avoir accès aux 20 premiers produits. Donc et puis après si tu scrolles, l'internaute il va avoir 20 produits. Par contre Google lui il va potentiellement ne pas les voir.
parce que Google arrive à crawler du JavaScript au bout de 3 à 4 secondes. Donc si l'internaute en fait, il scrolle une fois, enfin Google peut reproduire ce comportement. Par contre, du coup, il verra maximum que 40 produits sur les 1000. Donc ça implique que pour les e-commerçants qui font de l'infinite scroll, c'est de prévoir une navigation alternative. Donc une pagination. Ouais, une pagination qui se mettrait à jour automatiquement. Exactement. Faut toujours prévoir une pagination, quoi. Toujours. Ok. Et là, dans ce cas-là, tu t'assures que tout ton contenu reste quand même crawlable, c'est-à-dire identifiable et potentiellement indexable par Google, quoi. Ok, compris. Et donc je disais, après les pages de liste, on arrive à la fiche produit. Ouais. J'imagine qu'il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait dire, hein, mais. Ouais, exactement. Je pensais notamment par exemple sur les pages de liste, justement alors c'est le cas de certains e-commerçants et notamment, et aussi spécifiquement les sites de petites annonces qui elles parfois elles ont des fiches produits qui ne vont pas être pérennes dans le temps. C'est-à-dire en fait elles vont durer peut-être une semaine ou peut-être un mois. Ce qui peut avoir des effets négatifs sur le SEO, ce qui fait en raison notamment que quand ces pages-là sautent, en général, elles vont générer des pages cassées et ça peut avoir des signaux négatifs pour le référencement naturel. Donc dans ce cas-là, faut regarder ce que fait la concurrence et prendre le parti parfois de bloquer l'accès justement à ces fiches produits depuis les pages catégories, quoi. Ok, compris. Voilà ce que je voulais évoquer en dernier, quoi. Très bien. Et donc on arrive à la fiche produit. Tout à fait. Les fiches produits qui est le dernier niveau d'un site en général. Et le plus important. Et le plus important puisque par exemple quand on est sur un e-commerçant qui distribue des produits bien connus du grand public, en général ça va être en général les noms des produits qui vont être très concurrentiels pour aller se positionner. Donc et surtout les fiches produits en général c'est le dernier niveau vu que c'est le dernier niveau d'un site, les fiches produits reçoivent le moins de liens entrants. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour faire comprendre à Google qu'une fiche produit est vraiment très importante, l'essentiel c'est de faire du maillage interne entre les fiches produits. Par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place sur une de mes expériences passées, où j'indiquais par exemple sur tout en bas des fiches produits, j'indiquais un top des best performers sur un certain niveau de catégorie. Au sein de ta fiche produit, hein. Ouais, tout à fait. Okay. Et la résultante, c'est que en faisant du maillage interne comme ça sur mes top produits, mathématiquement, ces produits recevaient énormément de liens internes, ce qui avait pour effet justement de faire comprendre à Google que ces produits étaient très importants. Et ce qu'on a vu derrière, c'est que ces produits qui étaient maillés en bas des fiches produits avait de bien meilleures positions par la suite. Ok. Alors ça en général c'est un type de reco qu'on ne voit pas forcément sur les e-commerçants. En général, chez les e-commerçants, on va plutôt voir des recommandations de merch en bas des fiches produits. Ça va plutôt être vous trouverez dans la même catégorie, et puis là en général il y a un algorithme un petit peu basique qui va lister des produits qui sont dans la même catégorie. Ça, l'effet en SEO, il est pas super clair pour moi. Ou alors des produits qui vont être un petit peu qui vont compléter par exemple un achat. Là pour moi aussi c'est pas forcément la meilleure stratégie à avoir.
Par contre, mailler sur les meilleurs produits, là par contre là c'est un effet de fou quoi. Mailler sur les meilleurs produits en termes de vente et enfin tes best-sellers quoi. Exactement. Bah après c'est après j'ai envie de dire c'est à l'e-commerçant de définir son comment dire comment il va afficher ses liens, enfin ses produits. Est-ce que ça va être des produits qui vont lui assurer beaucoup de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des produits qui vont lui assurer beaucoup de marge? Voilà, c'est à l'e-commerçant de mettre le curseur justement sur la notion de base, sur comment mailler justement ses fiches produits quoi. Ok, compris. Ce qu'on voit souvent, c'est les produits complémentaires aussi, où les internautes ont aussi consulté. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est bien de faire de l'upsell sur ton produit. C'est bien aussi d'assurer ah oui, tout à fait. Ouais, c'est le vertueux de référencement. C'est vrai que d'un point de vue d'expérience client, c'est faire de l'upsell et même du cross-sell, c'est quand même c'est toujours très intéressant. Après, d'un point de vue SEO, c'est si tu veux donner vraiment du crédit à tes meilleures ventes, à tes meilleurs produits, faut passer par ce type de recommandation là. Ok, compris. Toujours sur les fiches produits, là c'est un petit peu plus connexe par rapport à mon expérience de responsable acquisition. Pour moi, c'est vraiment ultra important d'avoir une donnée qui est très très bien structurée au niveau des informations produits. Ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, c'est quelque chose que j'ai appris notamment sur du Google Shopping, ou alors quand j'ai envoyé mes flux produits sur les comparateurs de prix, c'est que eux s'attendaient justement dans les flux produits à avoir une information ultra bien catégorisée. Donc le fait d'avoir cette ultra catégorisation m'a poussé au cours de mes expériences à avoir ensuite des informations en base de données qui soient vraiment très très bien catégorisées. Habituellement, par exemple, quand on prend un Magento, on va avoir un PIM natif. Donc un PIM, c'est un Product Information Management. Et dans ce PIM, concrètement, on va fixer toutes les informations sur le produit, le nom, la description, les prix, les variantes, les tailles, les différentes facettes, etc. Avec un outil par exemple comme je peux citer par exemple Akeneo qui est la référence du marché français. Qui est un produit français, ouais, c'est intéressant. Et qui est un produit français d'ailleurs. Donc avec ce type d'outil, ça va permettre de très très bien segmenter la donnée et ensuite de pouvoir indirectement de très très bien restituer cette donnée là après au niveau des fiches produits. Donc quand il y a une information qui est très très bien restituée au niveau des fiches produits, on peut très bien on peut plus facilement associer ces données là à un marquage schéma.org notamment. Qui permet de remonter dans les résultats de recherche. Exactement, et tout à fait. Google. Ouais. Et d'avoir une mise en forme différente des résultats. Donc, alors je peux donner un petit exemple, mais typiquement c'est quand vous faites une recherche sur Google et que c'est pas du texte qui apparaît, mais effectivement pardon, question-réponse ou une note où on voit de plus en plus souvent d'ailleurs les avis clients qui remontent dans Google directement sous forme d'étoiles. Tout à fait, et en plus dans le cas de produits retail, je vais prendre par exemple une télé ou enfin qui est un très bon exemple. Quand j'ai copié-collé par exemple la référence produit, des fois je vais voir sortir justement des caractéristiques techniques en dessous du title et de la métadescription, et concrètement ces caractéristiques techniques remontent très très bien parce que l'e-commerçant a très très bien structuré son information au niveau de sa fiche produit. Et donc ça remonte vraiment très très bien comme ça, quoi. Et du coup, tu conseilles d'utiliser un PIM ou d'utiliser un PIM externe, pardon, ou d'utiliser le catalogue de l'outil qu'on a installé? Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Ok. Pas de préférence. Non, pas de préférence. Après, si je décide de partir avec un. Après, sincèrement, j'ai envie de te dire, ça dépend du budget de l'e-commerçant, quoi. Mais concrètement, enfin, il y a les PIM du marché. Enfin, les solutions du marché intègrent un très bon PIM d'origine, quoi. Ok, compris.
Voilà. Aussi un autre point sur les fiches produits, quelque chose qu'on voit très fréquemment sur les solutions sur les solutions e-commerce, c'est les fiches produits qui vont avoir dans les URL des points d'interrogation, couleur égale, taille égale, etc. Toutes ces variantes d'URL va engendrer soit de la duplication de contenu, soit de la forte similarité de contenu. Et donc Google, lui, il va aller perdre un petit peu son temps entre guillemets, puisque lui, il va aller visiter plusieurs fiches produits, donc dont le contenu se ressemble. Donc dans la mesure du possible, plutôt que de passer ça derrière un point d'interrogation, essayez de passer ça derrière un dièse. Dans l'URL, puisque la partie qui vient après un dièse, donc potentiellement dièse couleur égale bleu ou alors dièse taille égale XS, en fait n'est pas lu par Google. Ce qui veut dire que si sur une page de liste vous faites 3 liens vers la même fiche produit mais qui a une variante différente, Google ira indexer un seul contenu. Ok, intéressant. Ça permet de lui éviter de se fatiguer, en fait. On pourrait presque dire ça, à aller indexer des choses qui ne sont pas importantes pour, tout à fait, c'est ça. Pour le développement. Je reste un rien sur enfin encore un peu sur la fiche produit. Donc toi, tu conseilles de mettre un maximum d'infos en avant, en tout cas les informations qui sont optimales pour la recherche et l'utilisateur. En termes de description, et là, je fais un tout petit pas de côté parce qu'on parle de SEO, mais on parle pas d'optimisation de fiches produits sur les plateformes. Mais ma fiche produit va être envoyée avec mes flux sur des places de marché, par exemple. Ah oui. Est-ce que du coup, je dois différencier le titre, la description pour éviter d'avoir du duplicate content? Alors à minima la description du produit, oui, puisque imaginons par exemple un petit commerçant qui envoie sans se douter de rien, qui envoie son flux produit à des grosses marketplaces du type Amazon, La Redoute, eBay, etc. Bah, ce qui se passe, c'est que les grandes plateformes vont prendre son contenu et du fait que ces sites ont une meilleure autorité potentiellement que le site de l'e-commerçant, bah concrètement sur le propre produit de cet e-commerçant, quand les internautes ils vont taper la référence du produit, bah concrètement c'est le gros site qui va ressortir. Donc ça peut avoir un effet pervers puisque alors certes, ça peut faire du volume. Par contre, le petit e-commerçant en général, il va verser une bonne commission à ces plateformes-là. Donc la recommandation. C'est une double peine, quoi. C'est une double peine, ouais. Je perds du classement SEO et en plus je verse plus de com. Maintenant, j'assure plus de ventes. Maintenant, alors, effectivement. Donc du coup, faut essayer de trouver un juste milieu et dans la mesure du possible. Essayer de fournir une description alternative un peu moins qualitative qui ira nourrir justement ces places de marché. Voilà, donc ça en l'occurrence c'est ce qu'on avait mis en place chez Nature et Découverte. Et du coup on a pu dans une très très grosse partie des cas on a pu conserver le positionnement sur les produits stars. Intéressant. Je peux vous recommander aussi, chers auditeurs, un épisode qui est récent, qui est celui que j'ai enregistré avec le fondateur de Macoq, qui vend des coques pour téléphone, qui lui a, je sais plus, on parlait de dizaines de milliers de références produits, et qui, pour chacun de ces produits, doit faire une description différente. Alors c'est facile quand on a des coques bleues ou des coques vertes, mais quand c'est 2 coques en caoutchouc noir, et il y en a des centaines comme ça sur le site, pour chaque modèle de téléphone, eh bien ils s'efforcent de faire des descriptions différentes. Alors ça va être des petites variations, mais au moins ils peuvent pas être taxés de duplicate content au sein de leur site. Et j'ajouterais un dernier point là-dessus. C'est qu'il faut vraiment d'abord se focaliser au départ sur vos meilleurs produits. Faut pas nécessairement partir tête baissée en se disant j'ai 300 produits sur Amazon ou sur eBay ou sur La Redoute et j'ai optimisé d'un coup les 300 fiches produits, ou j'ai fourni une description un peu moins optimisée pour ces 300 fiches produits. Non, faut y aller vraiment
successivement, d'abord sur vos meilleurs produits et ensuite vous séquencez quoi. Très bien, noté. Sur ma fiche produit, j'ai aussi des avis clients. Ouais, c'est vrai. Alors il y a des solutions d'avis client du type Avis vérifié, avis vérifié, Trustpilot. Trustpilot, etc. Dans le cadre d'e-commerçants, en général, ils ont toujours à minima la solution d'avis client, donc un avis client suite à une commande, et potentiellement les avis produits aussi. Donc dans le cas des avis produits, c'est intéressant ensuite pour avoir les petites étoiles dans Google grâce au marquage schema.org. Donc dans ce cas-là, si le client a une solution d'avis produit, il faut impérativement mettre en place ce marquage spécifique, puisque le fait de mettre en place ce marquage, si on a ensuite les petites étoiles, ça permet d'avoir un taux de clic en hausse de 30 à 40%. Donc c'est vraiment très très intéressant en termes de pour faire venir ensuite les gens sur votre site. Alors le taux de clic s'explique par le côté réassurance que vous apportez quand vous faites remonter ces avis clients, et du coup les petites étoiles visibles, la note visible, enfin étoile ou note d'ailleurs, dans Google. Ouais, tout à fait. Alors, je vais faire un petit aparté là-dessus puisque tu parles de réassurance. Ce qui est intéressant aussi dans les métadescriptions, outre, au niveau de l'affichage dans les résultats de recherche, outre justement les étoiles, ce qui est intéressant aussi, c'est de mentionner par exemple si vous avez des éléments de réassurance dans vos métadescriptions, c'est de dire par exemple paiement sécurisé, livraison offerte, retour gratuit en magasin, etc. quoi. Ça permet justement de rassurer l'internaute et qu'il se sente vraiment en confiance quand il va venir chez vous par la suite. Ok, c'est un pas de côté intéressant. Il y a un autre point aussi que sur les avis clients, en général, on a les e-commerçants qui vont plutôt mettre justement les petites étoiles sur les fiches produits, mais par contre pas du tout sur les pages catégories. Ce que je recommande plutôt à mes clients dans ce cas-là, c'est de prendre la note des avis globaux au niveau du site, et ensuite de restituer cette note au niveau des pages catégories. Comme ça, l'internaute en fait qui tape une requête d'un type de produit, concrètement votre site pourra ressortir avec des étoiles et aussi le nom d'avis derrière. Donc ça aussi, ça peut être un élément de réassurance sur une requête qui intervient un petit peu en amont de la customer journey, quoi. C'est intéressant, c'est vrai, c'est un bon réflexe. Donc de faire remonter, si on n'a pas d'avis sur une catégorie, de faire remonter les avis globaux du site, la note globale du site sur cette page catégorie. Donc si je cherche, je sais pas, une catégorie, elle est bottine Jonac, pour citer un ancien invité, je tombe sur la liste, la catégorie bottine de Jonac, j'aurai cette note globale du site, c'est ça. Donc je fais de la réassurance aussi au niveau de la catégorie. Tout à fait. Okay. Et ça permet justement d'augmenter après le taux de clic, quoi. Très bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les avis clients. Comment s'en servir. T'as des questions ou tu as... Non, je te laisse okay. Continuer. Maintenant, alors, on a abordé justement. Là, on était vraiment sur la partie SEO d'un site. Je pense qu'on peut aborder un petit peu la partie internationale, qui, je pense, devrait concerner une partie des auditeurs. Une bonne partie, ouais. Là concrètement, Google a mis en place depuis même plusieurs années, je crois que c'était 2011 ou 2012 aussi, un ensemble de balises, les balises hreflang Alternet, qui permettent d'indiquer à Google, quand on est par exemple sur une page de liste ou sur une page produit, quel est le pendant de cette page de liste ou de cette page produit, ou même d'une page d'accueil dans un autre pays, sur un autre marché, ou même sur une autre région ciblée. Ok. Donc ça permet de donner des indications à Google. Alors c'est pas parce que on va faire des liens justement sur une fiche produit que ça va donner du jus. Ça va juste donner une indication à Google pour que Google puisse
aller crawler justement ces pages-là par la suite. Ça allait faciliter le crawl en somme. D'accord, donc sur ma page française pour mes bottines ou d'une bottine spécifique, c'est bien lié vers les autres contenus à l'international ou les autres catégories mais à l'international, c'est ça. Okay. Ouais, très très bonne pratique, quoi. Très très bonne pratique. Ensuite, de manière générale, de toute façon, ça c'est le maillage on-site de toutes mes pages que je dois maximiser et optimiser en fonction de mes. Alors en général, tu vas avoir du maillage justement. Tu vas avoir un petit bouton en haut qui va indiquer, par exemple, si ta page elle est accessible en France, si elle est accessible en Espagne, si elle est accessible au UK, en Italie, etc. Donc ça va plutôt être un petit peu dans le code, enfin dans le body HTML du site, alors que cette recommandation elle est plutôt dans le head du code source, où là on est obligé de la mettre à cet endroit pour que Google puisse aller l'identifier, quoi. D'accord. Alors, parenthèse très 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 rapide, mais pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le développement de manière générale, en tout cas la manière dont les pages sont construites, c'est qu'il y a plusieurs sections dans une page et le head c'est invisible pour l'utilisateur qui voit la page, mais en revanche c'est là qu'on a un ensemble d'informations qui sont hyper intéressantes sur ce qu'il y a sur cette page, où se trouvent les différents scripts et librairies de code qui sont utilisés sur cette page, et ainsi de suite. Et c'est là que Google va aller chercher les meta tags et que les réseaux sociaux vont aller chercher les tags Open Graph pour comprendre ce qu'il y a sur cette page et pouvoir le traduire, le montrer à leur manière, enfin là où ils le montrent. Ok. Très bien résumé. Je suis pas dev, mais ça fait longtemps qu'on traîne là-dedans aussi. Ok. Toujours sur la partie un petit peu internationale, on a souvent des questions de clients. Est-ce que je dois faire un sous-domaine? Est-ce que je dois prendre un même nom de domaine? Ou est-ce que je fais un répertoire? Là, concrètement, il y a des avantages, il y a des inconvénients sur tous les sujets. Si on veut faire du branding, on va essayer plutôt de choisir un petit peu soit un sous-domaine ou soit par exemple un .es, un .it, un .fr, un .pt, .co, .uk, etc. Après là, ça reste vraiment mon avis. Moi, je préfère vraiment tout avoir sur un seul nom de domaine, et après fonctionner par un système de répertoire, puisque déjà ça fait moins de maintenance à effectuer, moins de noms de domaine à acheter, et surtout quand il y a des liens qui sont faits ensuite vers le site, en fait les liens ils sont faits directement sur l'extension principale. Donc en gros, on va aller capitaliser toute l'autorité sur un seul domaine. Donc ça d'un point de vue SEO, c'est ultra important, quoi. C'est un débat qui est pas facile, hein, et que nous on a souvent. J'en parlais la semaine dernière avec Wilfried, le fondateur de Superprof, qui lui donc c'est une place de marché qui met en relation des gens qui veulent des cours et des gens qui donnent des cours, et qui lui a choisi la stratégie d'avoir un site par pays. Alors le back-end est le même évidemment, ouais. Mais quand t'es en Italie, t'es .it, en Allemagne .de, et lui il disait qu'en fait son approche c'est de se dire que ça donne la réassurance pour alors on en est toujours à ça d'ailleurs, la réassurance, mais disons la légitimité. Si tu es en Allemagne et cherches un cours d'anglais, que tu tombes sur un .de, tu as plus confiance que si tu tombes sur un .com/de. C'est très sensible, hein, comme ouais, voilà, très sensible comme débat, ouais. Exactement, mais c'est aussi très intéressant. Et on voit aussi souvent des acteurs du luxe ou des cosmétiques. Alors ça, c'est des grands groupes, mais là, c'est pour d'autres. Effectivement, c'est selon le secteur du client. On va voir des patterns qui vont émerger. C'est-à-dire que pour un certain secteur donné, ça va plutôt être effectivement des extensions de pays. Par contre, pour d'autres, notamment pour d'autres, ça va plutôt être des .com ou alors des .net, et ensuite tout mettre à la racine, quoi. Ok, compris. Est-ce qu'à l'international, tu as d'autres conseils? Ouais, notamment c'est de localiser le contenu. Par exemple, l'anglais du Royaume-Uni n'est pas forcément le même de l'anglais des États-Unis. Par exemple, quand je parle de football, aux États-Unis, ils vont plus parler de soccer.
alors qu'au UK ça va plutôt être du football. Quand je parle des bijoux, par exemple, entre le UK et les US, on va parler de jewelry, mais par exemple, l'orthographe, elle va être différente. Donc quand on part à l'international et qu'on part sur des marchés qui sont adressés sur deux pays, faut vraiment bien s'assurer que les personnes qui vont écrire les contenus soient vraiment des rédacteurs natifs. Puisque sinon, si on met un contenu brésilien, enfin qui a été rédigé par un Brésilien à vocation sur un site portugais, Google il reconnaît très très bien ça, et concrètement le site e-commerce au Portugal va avoir du mal à remonter ensuite sur les bandes de requête. C'est hyper intéressant et très intéressant ce que tu dis. Hein, on conseille aussi vraiment. Il y a vraiment il y a un monde entre traduction et adaptation. Et quand on va dans un nouveau pays, tu l'as dit, hein, c'est d'avoir des gens natifs qui vont réinterpréter, réadapter, voire réécrire des descriptions, parce que simplement une traduction ne marche pas, quoi. Et ça, donc Google te pénalise, c'est ce que tu dis, hein. En tout cas, l'indexation se fait moins bien, et surtout forcément du coup le positionnement se fait moins bien aussi, quoi. Ok, évidemment, compris. Donc là j'étais un petit peu maintenant sur la partie là c'était vraiment sur la partie SEO internationale. Il y a un point qu'on n'a pas encore discuté, c'est aussi la performance web qu'il faut vraiment bien travailler. Aujourd'hui, on a l'index qui est mobile, ce qui veut dire que Google va se baser sur ce qu'il trouve sur mobile pour définir en priorité les résultats de recherche. Ce qui veut dire que les e-commerçants en général, toute la journée, ils vont être sur des laptops ou alors sur des PC. Par contre, il faut constamment tester sur mobile le résultat les temps de chargement plutôt sur les pages. Alors, temps de chargement, optimisation de l'expérience, enfin tout ce qui permet d'avoir une navigation fluide et rapide, hein, c'est ce que tu dis, c'est hyper important sur mobile. Parce que là Google pénalise, hein, un site lent, clairement, tu perds des points. Alors concrètement, c'est oui, ça peut, enfin Google communique, a d'ailleurs très largement communiqué là-dessus sur ce point-là à la fin du mois de mai en communiquant sur ce qu'ils appellent les Web Core Vitals. Autrement dit, ils vont mesurer le temps de réception du premier requête. Donc ce qui veut dire ils vont calculer à partir du moment où tu vas aller requêter une page sur un site client, c'est en combien de temps cette page va venir, en résumé. Donc plus cette page va mettre un temps fou, et plus Google et moins Google en fait va aller visiter de pages stratégiques sur ton site. Donc une page qui réagit vraiment très très rapidement. Déjà ça va avoir pour effet que Google vienne que Google visite plus de pages sur ton site, et surtout pour l'internaute, il va avoir un sentiment de rapidité, et le temps passé sur le site va être grandissant a priori, quoi. Ok, c'est un des. Alors il y a des centaines de variables, hein, dans l'algo Google, mais le temps qu'on passe sur un site est hyper important, parce que ça veut dire, si on y passe du temps, c'est que le site plaît, ou qu'il apporte une réponse à un utilisateur, et un site lent, on n'a pas envie d'y passer du temps, on le quitte, quoi. Ouais, alors effectivement, pour travailler la web performance, ce qui est un pattern qu'on retrouve très très souvent. Enfin, on retrouve trois choses. La première, ça va être les images. Des fois, on voit arriver des e-commerçants qui ont des images produites à 2 mégaoctets, alors que potentiellement, une bonne partie de ces clients sont encore en 3G. Donc là, ce qu'on va plutôt recommander, ça va être une taille maximale de 100 kilooctets par image. Alors, on rencontre parfois des e-commerçants qui sont puristes de l'image. Là, dans ce cas-là, on va être un petit peu plus tolérant.
Par contre, faut vraiment avoir des images qui soient vraiment optimisées pour les mobiles, dans l'optique d'avoir des temps de chargement qui soient vraiment les plus bas possibles. Alors, si on veut vraiment aller dans le détail, en général, on a deux types de formats. On a les formats JPG qui, eux, sont plus facilement compressibles, et les formats PNG qui, eux, sont plus difficilement compressibles. De mon côté, moi, je me tourne de plus en plus. Ce que je vois, c'est que les PNG, les images à format PNG, prennent beaucoup de place en général. Et à contrario, celles qui sont en JPG prennent de moins en moins de place. Donc pour un site e-commerçant qui veut être vraiment ultra performant sur la partie mobile, j'aurais plutôt tendance à proposer du JPG et éventuellement du format WebP, qui est un format assez spécifique, dans l'optique justement d'avoir des poids d'image qui soient vraiment très bas. Le deuxième point qui rejoint justement ces images, ça va être le lazy loading. Le lazy loading, c'est afficher les images uniquement quand l'internaute va scroller sur votre page produit, que ce soit sur mobile ou même que ce soit sur desktop. Je reprends l'exemple un petit peu de la page de liste produit tout à l'heure avec 50 produits par page. Si on en affiche 10 qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, pour l'internaute et aussi pour Google, le plus intéressant, c'est de charger uniquement ces 10 images, et ensuite quand l'internaute va aller scroller sur la page de liste, en fait, ça va aller charger dynamiquement ces images. Donc le fait d'avoir une technique de lazy loading fait que les pages vont être beaucoup moins lourdes à charger au départ, et donc on va avoir un sentiment une perception de la rapidité qui va être tout simplement intéressante. Et du coup, est-ce que Google considère le poids de la page comme uniquement la page dans sa version initiale au chargement? Ouais, donc avec les 10 images. Tout à fait, ouais. Okay. Tout à fait. Ok. Donc en gros, lazy loading, il y a plein d'add-ons et de plugins qui permettent de faire ça. Ça peut aussi se développer à la mano. Et en plus, je crois qu'on peut un peu bouger le curseur pour savoir si on charge uniquement ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison ou flottaison plus, admettons, un écran en plus. Mais ça permet vraiment d'optimiser la page. Et ce que tu disais sur les images avant est hyper intéressant, hein, c'est que même quand on est un puriste, honnêtement, une belle photo d'une montre incroyable de qualité avec beaucoup de détails, quelques centaines de kilos peuvent suffire en JPEG. Vraiment pas besoin d'avoir de mégas. Et ce qui est intéressant aussi, tu l'as dit, hein, c'est d'avoir des images qui sont optimisées desktop, mobile, donc savoir en fait avoir plusieurs versions d'une même image et charger la bonne version, c'est-à-dire la plus optimisée, la plus légère, en fonction Google, de là où. Pour Google notamment, ouais. Et ce que je voulais évoquer aussi justement sur ces images, c'est que comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de plugins justement qui permettent d'automatiser tout ça. Déjà, par exemple, si on est sur un WordPress, on peut citer par exemple un Imagify ou alors un Smush qui vont aller s'occuper d'optimiser de manière industrielle justement toutes les fiches produits, plutôt que de reprendre toutes les fiches produits un à un et de passer 5 minutes par fiche produit. Ça permet d'économiser un paquet de temps, et c'est vraiment très intéressant de ce côté-là, quoi. Et ensuite, côté lazy loading, alors ça, on a potentiellement donc on peut passer par des solutions. Là encore, si on est sur un e-commerçant du type Lazy Load, c'est vraiment l'extension qui s'appelle Lazy Load. C'est fait par un éditeur qui s'appelle WP Rocket, notamment, et ça fait vraiment très bien le job, quoi. Ok, Lazy Load de WP Rocket. T'as parlé avant d'Imagify et de Smush, hein. Ouais, ça qui sont d'ailleurs des. Alors c'est Imagify dans la limite de 25 MO, c'est gratuit. Après, si par exemple on veut faire toute une repasse d'un coup sur 10 000 images, c'est aussi possible, et je crois que ça coûte style $10, un truc comme ça, quoi. Donc ça coûte pas grand chose. Compris. Et le dernier point qu'on voit aussi, qu'on ne voit pas, c'est parfois la mise en cache.
enfin plutôt la compression côté serveur. La compression, c'est un petit peu comme si tiens, je vais faire l'image avec WinZip. C'est comme si vous demandiez un fichier au serveur. Enfin, vous êtes en train de consulter une fiche produit sur Internet, et le serveur en arrière-plan va vous servir en fait tout le contenu zippé, et ça arrive dézippé, tout beau, tout neuf sur votre navigateur. Concrètement, la compression, plutôt que le code HTML que vous demandez fasse style 50 kilooctets, concrètement ça va arriver en 2 kilooctets. Pour vous, c'est complètement transparent. Par contre, d'un point de vue perf, ça permet de réduire grandement le poids d'une page. Alors quel type d'outil on peut utiliser pour ça? Ça, en général, ça va plutôt se faire dans les configurations serveurs, Okay. dans le htaccess, ou alors dans les formats dans les formats ou plutôt dans les fichiers de configuration de ZIS, notamment pour la partie .NET. Ok, compris. Et c'est ce qu'on appelle plus communément d'ailleurs la compression gzip. Ok, je le note et on le mettra dans la description. Il y a un point qu'on n'a pas abordé mais qui est intéressant aussi, et je sais pas ce que tu peux nous en dire, c'est Google Shopping. Ouais. Comment est-ce que je peux m'optimiser de mon côté pour mieux remonter? Ouais, alors ça c'est un très très bon point. Google Shopping, ouais, j'ai une bonne expérience sur le sujet, donc je peux t'en parler. Déjà, le premier point, donc Google Shopping, on est obligé de fournir, enfin, faut fournir un flux à Google Shopping. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de fournir les URL finales dans les flux, puisque Google va venir visiter ensuite ces fiches produits pour s'assurer justement que ça répond, que ça peut bien répondre à la requête de l'internaute. Et surtout, et aussi dans le tracking qu'on peut faire avec Google Shopping. Enfin, après, ça peut être avec du Criteo aussi, ça peut être avec de l'affiliation. C'est que si les e-commerçants ont un tracking avec des UTM, donc UTM source, UTM support, UTM campagne, etc., plutôt que de passer ça derrière un point d'interrogation, j'ai un super tip de mon côté, c'est de passer ça derrière un dièse. Okay. Parce que si vous passez ça derrière un point d'interrogation, déjà au niveau quand Google en fait va aller crawler la page pour s'assurer que la page existe bien, pour aller visiter, pour aller en extraire toutes les informations possibles. En fait, ça va aller régénérer une page côté serveur, une page qui potentiellement a déjà été cachée avec un Fasterize, ou alors avec une solution de WebPerf interne. Donc ma recommandation, c'est plutôt de passer ça derrière un dièse, puisque quand on l'évoquait tout à l'heure au niveau des fiches produits, c'est que la partie qui intervient après un dièse n'est pas lue, n'est pas prise en compte par un moteur de recherche. Donc le gros bénéfice de cette solution, c'est que quand vous allez indiquer justement ces flux produits à Google Shopping, c'est que si vous mettez un tracking justement avec un dièse, Google Shopping, enfin les robots de Google Shopping vont aller préchauffer le serveur, vont aller préchauffer indirectement les URL des fiches produits. Donc plutôt que de régénérer une page, en fait ça va les permettre pour les internautes qui passeront ensuite sur les fiches produits. Donc plutôt que les fiches produits soient générées par le site du client en 1 à 2 secondes, le fait que tous les flux produits qui soient passés avant, du fait que ces fiches produits auraient été préchauffées et donc aller alimenter le serveur de cache, mécaniquement ces fiches produits, plutôt que d'arriver entre 1 à 2 secondes, vont arriver entre 200 et 300 millisecondes pour le client. Ouais, donc exceptionnel, vraiment une amélioration, c'est presque un x10, ou une division par 10 plutôt d'ailleurs. Exactement, okay. Tout à fait.
Ok, hyper intéressant. En termes de cache, il y a énormément de solutions qui sont sur étagère. Je pensais à Magento. Mince, ça il suffit que j'en parle pour que son nom m'échappe. Le super cache de Magento fait des divisions de temps de chargement assez incroyables. Tout à fait. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris, mais vraiment en basculant du côté de l'acquisition de trafic, c'est comment moi je peux me servir de mes leviers payants pour aller optimiser le SEO derrière, et notamment la performance technique des fiches produits. Ok, super. T'as cité pas mal d'outils, mais alors tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est génial parce que tu nous fais gagner un temps fou à nos auditeurs. C'est des choses qu'on peut trouver et qui sont disponibles, hein, mais là on a vraiment un super aperçu d'ensemble. En termes d'outils, est-ce qu'il y a des outils que tu recommandes? Alors je parle pas de plateforme e-commerce. D'ailleurs, je te poserai la question après. Mais en termes d'outils pour gérer mon référencement, gérer mon SEO, analyser mon au quotidien, mes pages. ce que je vais utiliser, ça va être un Screaming Frog, qui est un outil payant, certes, avec je crois que c'est une licence qui coûte 170 livres sterling. Concrètement, c'est 200 € par an. Concrètement, c'est un outil que j'utilise tous les jours pour auditer des sites, pour faire des recettes de sites, pour auditer des sites clients, pour intervenir en avant-vente aussi, ou même pour citer quand j'ai un client qui me dit bah tiens, j'ai passé tel ou tel modif, bah je vais m'en servir parce que c'est très rapidement activable. Et surtout, on peut voir par exemple, duplication de meta title, duplication de meta description, des meta tags qui sont manquants, qui sont trop longs, qui sont trop courts. On va voir par exemple des canoniers, je reprends par exemple les pages de liste. C'est là que je vais voir si les pages de liste sont bien canonical. Ça va donner en fait, je mettrais peut-être ma main à couper, mais je crois que c'est l'outil SEO en fait le plus utilisé au monde. Au monde. Ouais. Donc ça, j'utilise ça un petit peu pour la partie recettage, étude de site en mode rapide. Audit, analyse, ouais. Voilà. Après, sur la partie recherche de mots clés, analyse concurrentielle, je vais plutôt utiliser du SEMrush et du Ahrefs, notamment sur la partie linking pour Ahrefs. Après, quand je vais vouloir monter des stratégies de netlinking, je vais plutôt être sur du Majestic SEO. Et quand je vais vouloir voir par exemple quand je vais vouloir faire par exemple des analyses SEO en fait par exemple sur un mot clé, voir à quel moment il se positionnait et l'évolution de ce mot clé là par rapport à d'autres concurrents, j'ai utilisé par exemple SEO Observer, qui a été développé d'ailleurs par un SEO francophone. Ok. SEO Observer, c'est noté. Je viens de me rappeler effectivement tout à l'heure quand on évoquait la partie Google Shopping, SEA, etc. Quelque chose en fait que je me sers énormément aussi, c'est quand je prends par exemple un nouveau client, s'il a un compte AdWords, je vais lui demander par exemple l'extrait de ses campagnes, parce que c'est là que je vais voir par exemple les bonnes combinaisons de titres et de descriptions qui fonctionnent, qui ont un très très bon taux de clic, et donc plutôt que de réinventer la roue pour les métadescriptions en SEO, moi je vais aller m'inspirer justement de ces wordings en SEA, puisque je sais en fait qu'a priori ils fonctionnent. Ça c'est la première chose. Et est-ce que je vais regarder aussi justement quand je vais faire des extracts à partir de la partie SEA, je vais aller identifier les catégories qui ont un bon coût d'acquisition et celles qui ont un coût d'acquisition relativement haut. Donc sur ces catégories de produits, après c'est un discours avec le client pour voir justement quelles sont les catégories que je vais pousser. Alors ouais, celles qui marchent bien ou qui sont stratégiques pour le client. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant aussi alors on l'a pas abordé, on peut en parler maintenant, hein, mais c'est que quand tu fais des exports, alors cette fois pas sur la partie SIA, mais sur les analytics, c'est que tu vas aussi trouver les mots clés de recherche
parce que t'en as pas parlé, mais c'est hyper important, le moteur de recherche d'un site internet e-commerce. Ah, le moteur de recherche interne, tu veux dire? Ouais. Ouais, effectivement, alors on parle tout le temps de SEO, de Google, du trafic entrant. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller, si on a la main sur les analytics notamment, c'est d'aller. Alors ça demande un tout petit peu de configuration. Il y a Google qui explique ça très très bien sur les pages de son support. Mais c'est comment aller identifier tous les résultats qui sont issus du moteur de recherche interne. Et donc concrètement, ça permet d'aller visualiser un petit peu ce que j'appelle les trending queries, donc les requêtes un petit peu qui commencent à monter. Et je sais que par exemple dans le cadre d'e-commerçant, des fois, ça permet d'aller identifier des pages en fait qui font 0 résultat parce que potentiellement c'est un produit que les internautes vont rechercher, mais qui aujourd'hui ne donne aucun produit sur le site de l'e-commerçant. Donc là, dans ce cas-là, faut être vraiment proactif et aller identifier justement ces requêtes qui déclenchent 0 résultat. Et s'il y en a qui deviennent assez récurrentes, aller vraiment rapidement en parler au service achat, puisque là potentiellement c'est une opportunité de marché qui commence à se créer notamment quand. C'est un signal faible de la part de vos visiteurs qui a une catégorie ou un type de produit ou un type de variation qui les intéresse et qu'ils ne trouvent pas. Donc c'est en termes de business, c'est très très riche quoi. C'est ultra stratégique et surtout ça permet de capter potentiellement un marché très rapidement quoi. Un marché naissant en tout cas. Super. Benoît, je te remercie énormément. On pourrait encore passer des heures. Je vois que le temps passe. On est déjà à 1h15 d'enregistrement. Ça fait. Je m'attendais pas à ce qu'on passe autant de temps. C'était très très riche. Je vous mettrai la liste, chers auditeurs, de tout ce qu'on s'est dit. Il y a des principaux principes avec des timestamps en plus. Je l'espère. Enfin, je remercie Léa si elle accepte de le faire. Léa qui repassera cet épisode avant de le produire. Léa, ma collaboratrice chez Cosa Vostra, pardon. Donc on vous mettra dans les notes de l'épisode c'est tous ces types. Benoît, merci encore, tu nous fais gagner un temps fou pour ceux qui voulaient se plonger dans le SEO, et je trouve qu'on a eu on a abordé des techniques qui sont à la fois très macro, d'autres très micro, d'autres très techniques et d'autres moins, donc c'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Sur LinkedIn, Benoît Perrotin, P-E-2-R-O-T-I-N. Benoît Perrotin, alors j'ai des homonymes, donc Benoît Perrotin Eskimos, et là 100% de chance de me trouver. Quoi. T'as bien fait ton référencement? Ouais. Merci encore, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles pour les épisodes du panier. Je vous dis à très bientôt. Salut Benoît. Salut, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.